intervenants. En début d'après-midi, nous parlerons des déchirures liées au conflit. Et nous terminerons l'après-midi par la mémoire du conflit et ses transmissions. Alors, le premier intervenant est le général Jean Kervizik, qui est président de l'Union nationale des combattants, dont je vais dire quelques mots. Vous avez commencé à Saint-Cyr en 1956, promotion générale La Périne, et vous êtes resté en activité jusqu'en 1990, après avoir occupé différents postes, notamment 2 années passées en Algérie. Vous avez commandé le 6e régiment du génie, de 1981 à 1983. Vous avez occupé différents postes d'état-major à l'état-major de l'armée de terre, à l'état-major des armées, et notamment dans des organismes de recherche, section technique de l'armée de terre, délégation générale pour l'armement, service de recherche. Et vous êtes depuis le 26 novembre 1991 président général de l'Union nationale des combattants, et à ce titre, l'un des organisateurs et indispensable de ce colloque. En général, vous avez la parole pour évoquer un panorama général des événements d'Algérie. La carte. Merci. Je salue tous ceux qui sont présents, dans tous les grades, dans toute la diversité. Et mon camarade de promo que je viens de découvrir, que je salue de loin. Nous avons eu les mêmes cursus, au moins en Algérie. Je voulais faire d'abord quelques petites remarques. Tout d'abord, les acteurs que nous étions n'étaient que sous-lieutenants. Donc notre vision n'a jamais été une vision globale, mais très ponctuelle, et nos comportements ont dépendu de l'endroit où nous nous trouvions, quelles que soient les circonstances. Donc ce que je peux vous dire, c'est à travers ce que j'ai pu lire, ce qu'on a pu me dire, mais en aucun cas à travers ma propre expérience. Deuxième petite remarque, il n'y avait pas 2 armées en Algérie, il n'y en avait qu'une. Il n'y avait pas une armée d'actifs et des appelés. C'était la même armée, et les prises de position qui ont pu avoir lieu aussi bien dans le cadre de l'OS que de toutes les autres prises de position l'ont toujours été par les 2 parties. La torture a été le fait des uns comme des autres. Il ne faut pas se leurrer, car j'ai entendu à une époque, c'était un problème des troupes de métier. Mais non, ça a été l'armée, il y a pu y avoir quelques cas de torture, mais c'était le fait de tous ceux qui étaient présents, quelle que soit leur catégorie. Ensuite, il y a eu un syndrome. On parle beaucoup du syndrome afghan. Il est curieux de constater que plus de 50 ans après, beaucoup n'osent toujours pas parler de leur guerre d'Algérie. C'est un constat. Alors maintenant, on en a fait un syndrome, on soigne, on fait de la décompression. À l'époque, quand on rentrait, il n'y avait pas de décompression, on se retrouvait sur le marché du travail. Donc, encore quelque chose de différent. Autre remarque, on parle d'une guerre d'indépendance. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une guerre de sécession. Car l'Algérie n'existait pas comme État avant. C'était 3 provinces, 3 départements français qui ont fait sécession et qui sont devenus un nouveau pays. Mais l'Algérie, dans le cours des siècles, ça a été la terre des Carthaginois, des Romains, de tout qui on veut. Ça finit par être, à partir de 680, une terre arabe. Mais ça n'a jamais été un pays, c'était quoi? Il y avait une plaine côtière qui était très insalubre. Il n'y avait pas grand monde. Quelques pirates qui expliquaient qu'on réagisse pour essayer de les calmer. La population locale vivait plutôt sur les hauteurs, qui étaient beaucoup plus saines. Et voilà ce que c'était l'Algérie. Et troisièmement, le Sahara n'a jamais fait partie de l'Algérie. J'essaie de brosser un tableau un peu général. Alors, autre remarque aussi, le pouvoir politique FLN n'était pas en Algérie, il était à l'extérieur. Et ça peut expliquer beaucoup de choses aussi dans les comportements, alors que dans d'autres guerres d'indépendance, le pouvoir était au centre du pays. Là, en l'occurrence, il était à l'extérieur, au Liban, en Tunisie ou en Égypte, enfin peu importe. Et ça explique beaucoup de choses sur ce qu'on appelle une guerre, et qui était quand même devenue une guerre
par la force des choses au fil des années. Autre chose, on parle de la guerre d'Algérie, on pourrait parler de 3 guerres d'Algérie. Il y a d'abord la guerre des Français contre les peuples, les Arabes, disons pour schématiser, encore que les Kabyles ne soient pas des Arabes, pas plus que les Touaregs. Donc il y avait ce conflit, mais il y a eu aussi un conflit, une guerre algéro-algérienne. Et il y a eu aussi une guerre franco-française, qui s'est en particulier déroulée à Paris. Et bon, on sait bien qu'il y avait les porteurs de valises qui n'étaient pas dans le bon sens par rapport aux Français, aux dirigeants français, voilà. Donc vous voyez que c'est une guerre qui a été très complexe, et il faut bien avoir ça en tête avant d'aborder le reste du sujet. Les prémices de cette guerre datent de 1945 par des émeutes à Sétif. Bon, il y a eu des émeutes à l'occasion de mai 1945 et quelques morts européens, et il y a eu un nettoyage sanglant qui a entraîné 2000 morts environ, ce qui est énorme par rapport aux dégâts initiaux. Ce qui est intéressant, c'est que le général Duval, qui commandait la division de Constantine, a dit à ce moment-là: « Je vous ai donné la paix pour 10 ans, mais il ne faut pas se leurrer, tout doit changer en Algérie, sinon cela recommencera. » Quelle clairvoyance, quand on sait que 10 ans plus tard, à quelque chose près, on a vu arriver le début de la rébellion, si on donne ce titre à ce qui s'est passé. Alors, il y a 3 grandes phases. La première, c'est de 54 à 57, et là, il s'agissait du pourrissement, et ensuite je développerai les autres sujets. 54, le début du conflit. Cette année verra la création du Comité révolutionnaire d'unité et d'action, qui divise l'Algérie en 5 zones et décide d'engager la lutte armée. À la suite d'une série d'attentats, la Toussaint Rouge en particulier, Pierre Mendès France déclare « L'Algérie, c'est la France » et annonce une répression sans faiblesse, car elle est sans injustice. François Mitterrand, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, est à l'unisson et il déclare « L'action des Félagas ne permet pas de concevoir sous quelque forme que ce soit une négociation. » Voilà, c'était en 54. Alors ensuite, eh bien, il y a des accrochages. On va appeler ça accrochage parce que on peut pas vraiment parler d'une guerre à cette époque-là. Et c'était vraiment sous l'autorité des civils que l'Algérie était gouvernée et que les actions étaient dirigées par des militaires, bien sûr, mais c'était surtout pour essayer de courir après quelques petits attentats, mais pas de grande envergure, et les actions rebelles touchaient surtout les Aurès, voilà, la Kabylie, enfin, toute cette partie-là qui était concernée, mais ce n'était pas généralisé. Donc, un début d'action. En 55, on voit apparaître une extension de la rébellion grâce à l'arrivée massive d'armes provenant du Maroc et de la Tunisie. Et à la pression faite sur la population, l'état d'urgence est instauré dans les Aurès et en Kabylie, la France envoie des renforts, la classe 54 est maintenue sous les drapeaux et on rappelle les réservistes en mars. Vous voyez déjà un renforcement de l'action française. Le FLN, de son côté, développe son action en direction des unités de tirailleurs et en particulier en mars une compagnie déserte avec tout son armement. Pour soustraire la population à la mainmise du FLN, on crée les SAS, sections administratives spécialisées, et les forces supplétives. L'année 55, nous avons eu
3500 morts, à quelques-uns près. L'ALN 2800. Donc on voit qu'il y avait plus de morts français que de Félaga. 56, la guerre se généralise. En janvier, les effectifs sont portés à 200 000 hommes. Quand on pense aux effectifs de l'armée française actuelle, ça fait presque rêver. Au printemps 56, en réponse à la création des wilayas par le FLN, la décision est prise de procéder au quadrillage du territoire algérien et 3 corps d'armée sont créés. C'est-à-dire qu'on va découper, quadrillage, ça veut peut-être pas dire exactement ce que c'est pour les jeunes en particulier, ça veut dire qu'on va découper l'Algérie en territoires, non pas forcément carrés, mais avec des zones bien délimitées. Cette réorganisation territoriale est suivie d'une réorganisation des moyens, création d'unités de quadrillage ayant des missions ingrates, patrouille, embuscade, missions de protection des voies de communication. Mais dans le même temps, un effort tout particulier est fait pour développer l'action sociale et médicale. En effet, on s'est rendu compte que la population avait besoin de notre aide. Et donc on a commencé à développer cette action qui peut-être avait été avant un petit peu laissée dans l'oubli. L'action psychologique devient une donnée essentielle du combat contre les FLN. On découvre une nouvelle arme qu'on n'avait pas beaucoup employée jusque-là. L'action en direction des unités de tirailleurs qui débute dans l'année 50 et il y a encore des tirailleurs qui désertent, c'est vers les tirailleurs que s'exerce la pression Félaga à ce moment-là. Le Maroc et la Tunisie sont des bases arrières et resteront des bases arrières pendant toute la durée de la guerre, mais il est quand même cela va un peu changer dans la mesure où en 56-58, un camarade de promo, nous étions à Saint-Cyr, nous avions 1 ou 2 Tunisiens dans nos sections, et il y avait en parallèle un bataillon de Marocains. Du côté tunisien, on n'a pas ressenti beaucoup la retombée par la suite de la guerre. Du côté marocain, si. Je peux vous dire que dans les années 60, avant que les Félagas franchissent la frontière marocaine, nous avions le nom des gens qui allaient franchir et le numéro des armes. Donc il était plus facile de faire le savoir s'il y en a qui étaient passés à travers des filets. Du côté tunisien, c'est un peu différent, puisque le président déçu, Ben Ali, faisait partie de la promotion, mais ça ne s'est pas senti. Je crois que leur effort s'est surtout fait ressentir, surtout contre tous les intégrismes religieux qui arrivaient de la Libye, d'Égypte et d'ailleurs. On ne l'a pas ressenti trop pendant la guerre, mais c'était un élément qu'il fallait indiquer. Alors, sur le territoire, l'ensemble de l'Algérie est gagné par la rébellion. Il y a des bombes à Alger. Notons les massacres d'une section de 19 appelés à Palestro. Bon, je relirai ça tout à l'heure. Il paraît que j'ai déjà fini de parler. Alors je vais aller plus vite, mais je pense qu'il faut quand même un peu décomposer et continuer. Bon, l'insécurité se généralise et le général Salan est nommé commandant en chef à la fin de 56. Il apparaît plus que jamais que le sort de l'Algérie est entre les mains de l'armée. Et c'est là qu'on va voir une bascule du pouvoir civil vers le pouvoir militaire. Et c'est la raison pour laquelle, si l'on pouvait parler d'opération de police avant 57, après c'est difficile. C'est vraiment devenu une guerre. 57, il y a eu la bataille d'Alger. En fait, le pouvoir est donné au général Massu qui reçoit les pleins pouvoirs le 7 janvier.
Le 4 janvier, pardon, et le 7 janvier commence la bataille d'Alger. Alors la bataille d'Alger a été favorisée par le retour de tous ceux qui avaient combattu à Suez, qui sont revenus encore constitués et qui ont été engagés dans la bataille d'Alger. Et bon, et ensuite, deuxième chose, on a créé le début des barrages électrifiés. En effet, on s'est aperçu que la meilleure façon de faire pour traiter le problème à l'intérieur, c'était d'empêcher l'extérieur d'agir sur l'intérieur. Et que, vu les longueurs des frontières, l'armée française faisait ce qu'elle pouvait, mais qu'elle ne pouvait pas tout gérer normalement. Donc on a créé un barrage électrifié d'un côté, du côté Tunisie d'abord, et ensuite du côté marocain. Et donc l'idée c'était de bloquer les arrivées, et ça a effectivement fonctionné, car après les passages, chaque fois que quelqu'un passait, nous le savions, et on pouvait courir après sachant où ils étaient passés, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, création d'un barrage électrifié, c'est le début bien sûr, de façon à couper les maquis à l'intérieur de leur base d'approvisionnement. L'année 57, on voit environ 2000 morts français, et du côté de la LN, 32 000. Vous voyez tout de suite que déjà, on est arrivé à une autre dimension. Ensuite, à partir de 58, la rébellion, donc privée de ses approvisionnements, ou tout au moins ils sont rendus beaucoup plus difficiles, commence à avoir des problèmes. Et en 58, il y a eu la bataille des frontières pour essayer de contenir, et les Félagas essayaient de passer en force sans y parvenir. Donc c'est une année un petit peu intermédiaire. Les Français ont eu 3000 morts et du côté de la LN encore 30 000, donc on était à peu près dans ces proportions chaque fois. Et donc difficulté, mais quand même l'armée française commence à bien tenir le pays. Je dirais pas qu'il y a plus de Félagas, mais il y en avait beaucoup moins. Ensuite, il y a eu des grandes offensives. Dans l'année 59, le général Challe est nommé commandant en chef des forces armées en fin 58, et il décide que l'armée française ne doit plus se contenter de subir, et avec 370 000 hommes, c'est-à-dire des effectifs énormes, mais pas forcément énormes vu la surface à couvrir, il lance de différentes offensives en Oranie, parce que l'Oranie n'était pas encore totalement protégée, le barrage électrifié n'était pas encore complètement fini. En général, vous arrivez à la fin de votre Oui, je sais, mais bon, vous me donnez un sujet difficile à traiter en pas beaucoup de temps. Je vais encore faire plus court. Donc 59, c'est l'année des grandes offensives avec des tas d'opérations que je ne vais pas développer. Ensuite, l'année 60 sera aussi, quand il y aura encore pas mal d'opérations, mais ce sera l'année des interrogations, car De Gaulle commence à se demander, et la France se demande si il n'y a pas une autre, il faut trouver une sortie, voilà. 61, alors je vais de plus en plus vite, c'est l'année des rapprochements, c'est-à-dire que le général de Gaulle pense qu'il faut essayer de rapprocher les deux pays, et on arrive tout naturellement à la signature des accords d'Évian. Je ne vais pas passer sur tout ce qui s'est passé dans l'intervalle. Je ne vais pas revenir sur ce qu'il vous a été dit tout à l'heure. L'UNC, comme la grande majorité des associations, est totalement opposée à cette date, mais dont acte, elle est peut-être officielle si le Conseil constitutionnel l'accepte, je n'en sais rien, donc on ne changera pas les lois. Mais nous étions quand même une grosse majorité d'associations opposées à cette date pour des tas de raisons que vous avez d'ailleurs évoquées tout à l'heure.
Ensuite, en 62, c'est l'année de la conclusion. Donc, on en a déjà parlé. Mais on sait qu'il y a eu, à ce moment-là, l'apparition de l'OAS pour lutter contre l'abandon, qu'il y a eu des combats, entre l'OAS et la LN, je pense le 5 juillet à Oran. Et il y a eu aussi d'autres combats qui se sont déroulés rue d'Isly, avant. Donc, ce qui est certain, c'est qu'après le 19 mars, il y a quand même eu plus de 500 soldats français, plus les harkis, plus les pieds noirs, mais 500 soldats français morts pour la France. Et on peut même aller plus loin, puisque nous avons dénombré 352 soldats français morts pour la France entre 62 et 64. Ah, pardon. Martin. Enchanté. Bien, mon général, je vous demande de conclure. Nous allons donner la parole immédiatement à Madame Nora Béra. Je lui donne et je conclue après ou... Non, vous concluez et on lui donne après. C'est une façon de me pousser. Bon. La conclusion, c'est que sans remettre en cause les décisions politiques, on peut penser que si la France voulait sortir d'un conflit qu'elle avait gagné sur le plan militaire, d'autres issues étaient possibles. Bon, tout ce qu'on peut dire. Pour permettre la création d'un nouveau pays issu de la fusion de 3 départements français, était-il besoin d'y adjoindre le Sahara? Le Sahara n'a jamais fait partie de l'Algérie, et les conséquences, c'est que pendant des années, il y a eu des guerres entre le Maroc et l'Algérie, la Mauritanie et l'Algérie, à propos du Sahara. Donc c'était pas forcément acquis. Je sais qu'au Sahara, nous avions des expériences nucléaires à l'époque, et c'est expliqué peut-être tous ces arrangements. Voilà. Revenons à l'armée française, composée d'une grande majorité d'appelés et du contingent, bien sûr, en effectif. On peut dire que son comportement fut exemplaire pendant qu'ils étaient là-bas. Parfois, au retour, il y a eu d'autres choses. Et on peut comprendre, aussi bien du côté des appelés que des troupes de métier, ceux qui ont participé au putsch. Parce que ils ont été obligés de se renier, et en particulier tous ceux qui étaient avec des harkis, à qui on avait promis fidélité et tout, et qu'on laissait. Bon, c'est tout un débat qui n'est pas directement militaire. Le passé existe, il est toujours complexe. Je terminerai. Comme le dit Albert Camus, je n'essaierai pas de modifier rien de ce que je pense ni de ce que vous pensez, afin d'obtenir une conciliation qui nous serait agréable à tous. Le monde a besoin d'un vrai dialogue. Le contraire du dialogue est aussi bien le mensonge que le silence. Il y a donc de dialogue possible qu'entre des gens qui restent ce qu'ils sont et qui parlent vrai. Voilà.